La porte de ma luxueuse villa sur la côte d'Azur s'ouvrit lentement, révélant deux visages que je n'avais pas vus depuis 12 longues années. Céline, ma fille unique, et Marc, son mari, se tenirent devant moi avec des sourires forcés qui ne trompaient personne. Leurs regards balayèrent rapidement l'intérieur de ma nouvelle demeure, comme des évaluateurs professionnels lors d'une vente aux enchères. Le mobilier en cuir italien couleur crème, l'immense téléviseur de 70 pouces, la vue panoramique sur la Méditerranée qui s'étendait derrière moi comme un tableau vivant de liberté retrouvée. Maman, murmura Céline, sa voix tremblante trahissant une émotion calculée. Il faut qu'on te parle. Pendant 12 années interminables, ces deux êtres humains m'avaient effacé de leur existence comme si je n'avais jamais existé. 12 ans sans un seul coup de téléphone, sans une invitation à Noël, sans avoir jamais rencontré mes propres petits-enfants. Et maintenant, après que j'avais acheté cette villa de plusieurs millions d'euros en liquide, ils apparaissaient sur le seuil de ma porte, tels des fantômes du passé, revenant uniquement parce qu'ils avaient flairé l'odeur de l'argent. Je les observais en silence, notant chaque détail de leur apparence usée par les difficultés. Marc tentait de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir davantage l'intérieur de mon sanctuaire méditerranéen. Céline portait une robe verte fanée qui avait connu des jours meilleurs, et ses chaussures en simili-cuir présentèrent des craquelures qui parlaient de difficultés financières chroniques. Des rides d'inquiétude marquaient son front comme des sillons dans une terre desséchée, et ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle attendait ma réponse. Parlez, répétai-je avec un calme qui me surprit moi-même. Comme c'est intéressant, après 12 années de silence absolu, maintenant vous voulez parler. La couleur se retira de leur visage comme s'ils avaient vu un spectre. Marc s'éclaircit la gorge avec malaise, ajustant la chemise froissée qu'il portait. Il était évident qu'ils étaient venus directement d'un endroit où les choses ne s'étaient pas déroulées comme ils l'avaient espéré. Leurs yeux ne pouvaient dissimuler le désespoir qui les avait conduits jusqu'à ma porte. Durant toutes ces années d'abandon cruel, j'avais survécu en vendant mes tartes et pâtisseries artisanales au marché de Provence. Chaque dimanche, pendant qu'il profitait probablement de somptueux repas de famille dans des restaurants coûteux, je me tenais debout sous le soleil impitoyable du sud, souriant à des étrangers qui apprécièrent ma cuisine bien plus que mon propre sang. Mes mains s'étaient durcies à force de travail constant. Mon dos s'était courbé à force de porter de lourds paniers remplis d'espoirs sucrés, mais ma fierté ne s'était jamais complètement brisée. L'arôme des desserts, fraîchement cuits, habitait encore mes souvenirs les plus précieux. Cannelle finement moulue, extrait de vanille pure, noix de coco torréfiée à la perfection dorée. Des saveurs qui remplissaient autrefois ma maison lorsque Céline était petite et m'appelait la meilleure cuisinière du monde entier. Ces jours dorés semblaient appartenir à une autre vie, à une autre femme qui croyait naïvement que l'amour familial était inconditionnel et éternel. La transformation avait commencé progressivement après que Céline eut rencontré Marc lors de cette soirée d'entreprise où elle travaillait comme secrétaire. Au début, il était tout charme et courtoisie calculée. Il m'appelait ma chère belle-maman, avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, et louait mes gratins de Noël, tout en planifiant secrètement comment éloigner Céline de mon influence. Mais petit à petit, j'avais commencé à remarquer les changements subtils qui s'infiltraient dans notre relation comme un poison lent. Quand Céline mentionnait me rendre visite le week-end, il avait toujours une urgence professionnelle qui nécessitait son attention immédiate. Quand j'appelais l'après-midi pour entendre sa voix, il répondait au téléphone d'un ton agacé et promettait que Céline me rappellerait, ce qui n'arrivait jamais. Les messages se perdaient mystérieusement, les invitations étaient égarées et les projets annulés à la dernière minute pour des raisons de plus en plus tirées par les cheveux. Les exclusions commencèrent tout comme des oublis accidentels qui faisaient de mal, mais que je pouvais pardonner. La remise de diplôme de Céline pour son MBA. Oh maman, nous pensions que tu avais d'autres projets plus importants. La baby shower pour sa première fille, ma petite fille que je n'ai jamais rencontrée. C'était quelque chose de très intime, juste ses amis les plus proches de l'université. La première communion de cette même petite fille. Nous avons complètement oublié de te prévenir. Tout s'est fait tellement vite, tu sais comment sont ces choses. Chaque excuse poignardait mon cœur comme un couteau enveloppé dans du papier cadeau avec des rubans dorés. Je souriais, hochais la tête et prétendais comprendre leurs raisons parfaitement. Ne t'inquiète pas, ma chérie, la prochaine fois sera différente. Mais la prochaine fois ne venait jamais, et mon téléphone restait aussi silencieux qu'une tombe dans le cimetière où reposait mon mari. Les nuits devinrent plus longues, les dimanches plus vides. Je cuisinais pour une personne, parlais aux photographies sur les murs et célébrais mes anniversaires avec une seule bougie solitaire plantée dans un petit gâteau que j'achetais chez la pâtisserie de Monsieur Beaumont. Il me demandait toujours des nouvelles de Céline, et je répondais toujours avec le même mensonge. Elle est très occupée avec sa nouvelle vie, tu sais comment c'est. Mais maintenant, debout sur le seuil de ma villa de rêve, avec la Méditerranée qui murmurait des secrets derrière moi et le parfum salé de la mer qui remplissait mes poumons, je les voyais pour ce qu'ils étaient vraiment.
Je les invitais à entrer d'un geste élégant de la main, observant leurs yeux s'écarquiller à la vue du luxe qui m'entourait désormais. Le sol en marbre italien de Carrare brillait sous la lumière naturelle qui se déversait à travers les immenses baies vitrées, reflétant leurs petites silhouettes nerveuses. Céline marchait derrière Marc comme une ombre, gardant la tête baissée, tandis qu'il évaluait chaque meuble, chaque œuvre d'art, chaque détail de ma nouvelle réalité, avec l'avidité mal dissimulée d'un commissaire-priseur professionnel. Asseyez-vous, dis-je, en désignant le canapé en cuir couleur crème qui avait coûté plus d'argent qu'ils n'en avaient dû ensemble depuis des années. Je suppose qu'après tout ce temps, vous avez beaucoup à me raconter. Marc s'éclaircit la gorge, adoptant cette posture d'homme important qu'il utilisait toujours quand il voulait impressionner quelqu'un. Geneviève, nous savons que cela fait quelques années depuis notre dernière conversation, mais 12 ans, l'interrompis-je d'une voix ferme. Pas quelques années. 12 années exactes depuis que vous avez décidé que je n'existais pas. Céline leva finalement les yeux, et je pus voir des larmes s'accumuler dans ses yeux, mais elles ne me touchaient plus comme autrefois. J'avais pleuré trop de nuits seule pour permettre à ces larmes calculées de me manipuler maintenant. Maman, ce n'était pas notre intention. Les choses te sont compliquées. Le travail de Marc, les enfants que je n'ai jamais rencontrés, répliquai-je, sentant la rage contenue depuis des années commencer à bouillir en moi. Mes petits-enfants qui ont grandi sans savoir qu'ils avaient une grand-mère qui les aurait aimés inconditionnellement. Durant ces 12 années d'exil forcé, j'avais construit une routine qui me maintenait saine d'esprit. Chaque matin, je me levais à 5 heures, préparant mes pâtisseries avec la même dévotion que j'avais autrefois mise à prendre soin de Céline quand elle était bébé. La pâte à tarte exigeait de la patience. Le point exact du caramel nécessitait une attention constante et le temps de cuisson ne pardonnait aucune erreur. Ces recettes étaient redevenues mon salut et mon gagne-pain. Les dimanches au marché de Provence étaient mon moment d'interaction sociale. Des femmes plus âgées comme moi venaient acheter mes douceurs et nous finissions par parler de nos vies, de nos enfants absents, de nos rêves reportés. Françoise, une veuve de 72 ans, était devenue ma confidente sans que nous ne l'ayons planifié. Elle aussi avait été abandonnée par ses enfants après leur mariage. Elle aussi connaissait la douleur d'être invisible, pour ceux qui étaient autrefois le centre de votre univers. Les enfants pensent qu'une fois qu'ils forment leur propre famille, nous les parents ne comptons plus, me disait Françoise en achetant 3 tartes pour les apporter à ses voisins. Mais quand ils ont besoin de quelque chose, oh là là, ils se souviennent soudain que nous existons, comme cette conversation avait été prophétique. Maintenant, en regardant Céline tordre ses mains nerveusement, tandis que Marc calculait mentalement la valeur de ma nouvelle vie, je comprenais parfaitement ce que Françoise avait voulu dire. Le changement chez Céline avait été graduel mais implacable. Durant les premières années de son mariage, elle m'appelait encore occasionnellement, mais les conversations devenaient mécaniques, remplies de silences gênants. Marc était toujours présent en arrière-plan, s'éclaircissant la gorge ou faisant des commentaires qui coupaient nos discussions comme des lames tranchantes. Ta mère a toujours un drame quelconque, je l'avais entendu dire une fois quand Céline pensait avoir raccroché le téléphone. Ma mère à moi ne nous dérange jamais avec ses problèmes personnels. Ses problèmes personnels. C'est ainsi que Marc avait classifié ma solitude, mon désir naturel de maintenir le contact avec ma fille unique, mon besoin de faire partie de sa nouvelle famille. Tout ce que je ressentais et dont j'avais besoin avait été réduit à des problèmes personnels qui perturbaient leur vie conjugale parfaite. Les invitations familiales commencèrent à arriver moins fréquemment jusqu'à disparaître complètement. D'abord, ce fut le dîner de Thanksgiving. Cette année, ce sera quelque chose de petit, maman, juste nous quatre. Puis Noël. Les enfants sont malades, on ferait mieux de reporter. Puis les anniversaires. Tout s'est compliqué avec le travail de Marc. Chaque excuse était accompagnée de promesses vides concernant une prochaine fois qui ne venait jamais. Céline avait développé un talent spécial pour faire sonner chaque rejet de façon raisonnable, chaque exclusion comme temporaire, chaque abandon comme s'il était pour mon propre bien. Nous ne voulons pas que tu te sentes obligée de venir, maman. Tu es assez âgée pour te reposer et profiter de ta tranquillité. Ma tranquillité. Comme si la solitude était un cadeau que j'avais demandé. Comme si me réveiller chaque matin dans un appartement silencieux était mon idée du bonheur. Comme si cuisiner pour une personne et manger devant la télévision était ma définition d'une vie épanouie. Les années passèrent comme les pages d'un calendrier que personne ne lisait. Ma routine devint si prévisible que même le facteur savait exactement à quelle heure je serais en train d'arroser les plantes sur mon petit balcon. Lundi, préparer des tartes aux pommes. Mardi, des salades de fruits de différentes saveurs. Mercredi, des gâteaux fondants au mets, chocolat qui se vendèrent comme des petits pains. Jeudi, des muffins qui parfumaient tout mon appartement. Vendredi, des chaussons aux épices de citrouille. Samedi, tout préparé pour le jour du marché. Dimanche, le marché, les dames, les conversations qui remplissaient temporairement le vide dans ma poitrine. Mais il y avait aussi des moments de solitude si profonde que je pensais me noyer dedans. Des nuits entières éveillées, fixant le téléphone qui ne sonnait jamais, attendant un message qui n'arrivait jamais.
Des Noëls célébrés avec des émissions de télévision spéciales et un petit sapin artificiel que je décorais toute seule. Des réveillons du Nouvel An accueillis avec un verre de vin mousseux tiède et l'espoir renouvelé que peut-être cette année serait celle des retrouvailles. La douleur la plus aiguë venait à des moments inattendus. Quand je voyais des familles entières au parc, quand j'entendais d'autres grands-mères parler de leurs petits-enfants, quand je passais devant des magasins de jouets et me demandais ce que les miens aimeraient. Céline avait eu 3 enfants que je ne connaissais que par des photos floues sur les réseaux sociaux que je consultais depuis de faux comptes, comme une espionne de ma propre famille. Maman, la voix de Céline me ramena au présent. Nous savons que nous avons fait des erreurs. Des erreurs? Le mot sortit de ma bouche comme une balle. Effacer votre mère de votre vie pendant 12 ans était une erreur? Nier à vos enfants l'amour de leur grand-mère était une erreur? Marc bougea avec inconfort sur son siège, comprenant finalement que cette conversation n'allait pas se dérouler comme il l'avait planifié. Ses yeux continuaient à scanner mon salon, calculant, évaluant, planifiant son prochain mouvement comme le manipulateur expert qu'il avait toujours été. Ce n'est-elle pas des erreurs continuai-je, sentant la vérité se déverser de ma gorge comme de la lave chaude après des années de confinement. C'étaient des décisions conscientes, calculées, cruelles. Vous avez choisi de m'effacer de vos vies comme si j'étais un vieux meuble qui ne vous était plus utile. Céline commença à sangloter, mais ses larmes n'avaient non plus le pouvoir de me désarmer comme autrefois. J'avais pleuré seule pendant trop de nuits, me demandant ce que j'avais fait de mal, comment j'avais échoué en tant que mère, pourquoi mon amour inconditionnel n'avait pas été suffisant pour garder ma famille unie. Maman, s'il te plaît, laisse-nous expliquer, tenta Céline entre ses sanglots. Expliquer quoi? Ma voix monta sans que je puisse la contrôler. Allez-vous m'expliquer pourquoi je n'ai pas su quand ma petite fille a fait ses premiers pas? Pourquoi je n'étais pas là quand mon petit-fils a perdu sa première dent? Pourquoi j'ai passé 12 Noëls à cuisiner pour personne pendant que vous construisiez des souvenirs familiaux sans moi? Marc parla finalement, utilisant ce ton condescendant qu'il avait perfectionné au fil des années. Geneviève, nous comprenons que tu te sentes blessée, mais les familles ont parfois besoin d'espace pour grandir. Ce n'était rien de personnel contre toi. Le rire qui s'échappa de ma gorge sonnait si amer que même moi j'en fus surprise. Rien de personnel, Marc? Tu as transformé ma fille en étrangère. Tu as planté du poison dans son cœur contre moi. Tu as décidé que je n'avais pas de place dans la vie que vous construisiez. Je me souvenais avec une clarté douloureuse du jour où Céline m'avait communiqué sa décision finale. C'était un mardi pluvieux d'octobre, il y a exactement 12 ans. Elle était arrivée à mon appartement avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Froide, distante, comme si elle accomplissait une obligation désagréable. Maman, Marc et moi avons parlé, avait-elle commencé sans même accepter le café que j'avais préparé pour elle comme toujours. Nous pensons qu'il vaut mieux que tu aies moins de contact avec nous pendant un moment. Moins de contact? Avais-je demandé, sentant le monde vaciller sous mes pieds. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu n'es plus la bienvenue chez nous. Cela signifie que nous ne voulons plus que tu appelles constamment. Cela signifie que nous avons besoin d'espace pour être une famille sans interférence externe. Interférence externe. C'est ainsi que ma propre fille m'avait appelée. Comme si j'étais une voisine indiscrète, une étrangère qui s'immisçait dans des affaires qui ne la concernaient pas. Pas sa mère, qui l'avait portée 9 mois dans son ventre, qui avait passé des nuits blanches quand elle avait de la fièvre, qui avait travaillé en double poste pour payer ses études universitaires. Céline, je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Comment j'ai échoué envers toi? Ma voix s'était brisée, mais elle était restée impassible. Ce n'est pas à propos de ce que tu as fait de mal, maman. C'est à propos de ce qui est le mieux pour mon mariage et mes enfants. Marc a besoin de savoir que je fais passer notre famille nucléaire avant tout le monde. Tout le monde? C'est ce que j'étais pour ma fille. Tout le monde. Mais Céline, je suis ta mère. Je suis la grand-mère de tes enfants. Je ne suis pas une étrangère qui menace ton mariage. Marc dit que les belles-mères causent de toujours des problèmes dans les jeunes mariages. Il dit qu'il vaut mieux établir des limites claires dès le début. Marc dit, Marc pense, Marc a besoin. À un moment donné, la voix de ma fille était devenue un écho de la sienne. Ses pensées avaient été remplacées par les siennes. Son cœur avait été reprogrammé pour battre au rythme qu'il imposait. Et qu'en est-il de ce que tu dis, Céline? Qu'en est-il de ce que tu penses? Qu'en est-il de ton cœur? Elle était restée silencieuse pendant de longues minutes, et pendant un moment j'avais pensé que la fille que j'avais élevée avec tant d'amour reviendrait vers moi. Mais quand elle avait parlé, sa voix sonnait creuse, répétée, comme si elle récitait les répliques d'une pièce de théâtre. Je pense que Marc a raison. Je pense que c'est pour le mieux, pour tout le monde, y compris pour toi, maman. Tu peux avoir ta propre vie sans t'inquiéter de nous. C'était la dernière vraie conversation que nous avions eue. Après ce jour, Céline était devenue un fantôme qui m'envoyait occasionnellement des messages textes froids et superficiels. J'espère que tu vas bien, maman. Joyeux anniversaire. Bonne année. Des messages automatiques, sans âme, sans amour, comme ceux qu'une entreprise envoie à ses clients.
Les premiers mois après cette rupture avaient été les plus sombres de ma vie. J'avais perdu du poids, j'avais perdu le sommeil, j'avais perdu l'espoir. Chaque matin, je me réveillais en espérant que c'était un cauchemar, que Céline appellerait pour s'excuser, que tout redeviendrait comme avant. Mais le téléphone restait silencieux et la réalité devenait plus lourde chaque jour. C'était Françoise qui m'avait sauvée de sombrer complètement dans la dépression. Elle était apparue à ma porte un dimanche matin alors que j'étais restée au lit pendant 3 jours sans me doucher, sans manger plus que des crackers et du thé glacé. Geneviève, lève-toi. Tu as deux choix. Tu peux rester ici en train de mourir vivante pour une fille qui ne te mérite pas, ou tu peux construire une nouvelle vie qui soit digne de toi. Ces mots sonnaient durs, mais ils avaient la force de la vérité. Cet après-midi-là, elle m'avait aidé à nettoyer mon appartement, à organiser mes recettes et à planifier ma nouvelle entreprise de pâtisserie. Si tu dois souffrir, m'avait-elle dit en battant le premier lot de garniture de tarte depuis des mois, fais-le en faisant quelque chose de productif. Et ainsi, ma nouvelle vie avait commencé. Lentement, douloureusement, mais avec détermination. Chaque tarte que je vendais était un pas vers l'indépendance émotionnelle. Chaque client satisfait était une petite victoire personnelle. Chaque euro que je gagnais était une preuve que j'avais de la valeur, même si ma propre fille ne le voyait pas. Les dimanches au marché devinrent ma thérapie hebdomadaire. Les dames qui achetaient mes desserts devinrent ma nouvelle famille choisie. Nous partagions des histoires d'enfants ingrats, de mariages qui divisèrent les familles, de la solitude d'être mère dans une société qui vous jette quand vous n'êtes plus utile. Mon fils me dit que je suis trop dramatique quand je me plains qu'il ne me rend pas visite, me racontait une dame nommée Joséphine en goûtant ma gelée de mangue. Mais ce n'est pas du drame, c'est une vraie douleur, c'est le besoin. Humain fondamental de se sentir aimé et valorisé par ce qu'on a mis au monde. Maintenant, assise dans mon salon qui avait coûté plus cher que tout ce que Céline et Marc possédaient ensemble, je me souvenais de chaque larme, de chaque nuit blanche, de chaque anniversaire solitaire. Et je les voyais là, petits et désespérés, cherchant quelque chose de moi après m'avoir tourné le dos pendant plus d'une décennie. Alors, après 12 ans de silence, dis-je d'une voix contrôlée, qu'est-ce qui vous amène exactement à ma porte? Céline et Marc échangèrent un regard lourd de signification. Finalement, il s'éclaircit la gorge de nouveau, abandonnant toute prétention de visite familiale chaleureuse. Geneviève, la vérité, c'est que nous traversons une période très difficile. Une période très difficile, répétai-je lentement ces mots, savourant l'ironie comme du miel amer. Quelle coïncidence extraordinaire que vous veniez me chercher juste au moment où vous avez des problèmes, après 12 années à considérer mon existence comme non pertinente pour vos vies parfaites. Marc bougea avec inconfort sur le canapé, préparant clairement le discours qu'il avait répété pendant le trajet vers ma villa. Ses yeux évitèrent les miens alors qu'il formulait les mots qu'il pensait attendriraient mon cœur. L'entreprise de construction a fait faillite il y a 6 mois, avoua-t-il finalement. Nous avons perdu toutes nos économies. La maison est en saisie hypothécaire. Céline a dû quitter son travail pour s'occuper des enfants parce que nous ne pouvons pas nous permettre la crèche. Nous vivons chez mes parents, mais ils ont aussi des problèmes financiers. Céline hocha la tête désespérément, comme si confirmer leur misère générerait automatiquement ma compassion. Maman, les enfants demandent pourquoi ils n'ont pas leur propre chambre, pourquoi papa est toujours en colère, pourquoi maman pleure la nuit. Nous ne savons pas quoi faire. Ah, dis-je en me renfonçant dans mon fauteuil en cuir italien. Donc maintenant je suis utile, maintenant j'existe, maintenant je fais partie de la famille, comme c'est pratique. Durant ces 12 années d'ostracisme, j'avais développé une capacité spéciale à lire entre les lignes, à détecter la manipulation émotionnelle, à me protéger des personnes qui n'approchaient que lorsqu'elles avaient besoin de quelque chose. Les dames du marché m'avaient appris que les enfants reviennent souvent vers leurs parents quand la vie les frappe, non pas par amour authentique, mais par pure commodité. Ce n'est pas comme ça, maman, protesta Céline, sa voix se brisant. Nous t'avons toujours aimé. J'ai toujours pensé à toi. C'était juste que les circonstances. Les circonstances, l'interrompis-je avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Parlons des circonstances, Céline. Quand ton premier fils a eu une pneumonie il y a 8 ans et a été hospitalisé pendant une semaine, où étais-je? Quand ton deuxième fils s'est cassé le bras en jouant au football il y a 5 ans, m'as-tu appelé? Quand ta plus jeune fille a eu des problèmes à l'école l'année dernière, as-tu pensé demander conseil à sa grand-mère? Chaque question était une flèche visant le centre de sa culpabilité. Céline pâlissait à chacune d'elles parce qu'elle connaissait la réponse. Elle n'avait pensé à moi à aucun moment difficile de leur vie. Seulement maintenant, quand ils avaient besoin d'argent, quand leur monde s'écroulait financièrement, ils s'étaient souvenus qu'ils avaient une mère. Nous savions que tu avais des problèmes financiers, marmonna Marc, essayant de justifier l'injustifiable. Nous ne voulions pas être un fardeau pour toi quand tu pouvais à peine te soutenir en vendant des pâtisseries. L'audace de son commentaire me laissa sans voix pendant un moment. Non seulement ils avaient justifié mon exclusion à cause de ma pauvreté, mais maintenant ils avaient le culot de l'admettre ouvertement, comme si c'était une raison valable pour abandonner un être cher. Je vois,
dis-je, avec un calme qui me surprit. Donc je n'étais pas assez bien pour vous quand j'étais pauvre, mais maintenant que vous êtes au courant de ma nouvelle situation financière, je suis soudainement assez précieuse pour recevoir une visite. La vérité sur ma transformation économique était quelque chose qu'il ne pouvait pas imaginer. Il y a 3 mois, alors que je préparais des tartes pour la vente du dimanche, j'avais reçu un appel qui avait changé mon destin pour toujours. C'était un avocat de Paris m'informant du décès de ma tante Marguerite, la sœur de mon défunt père, qui avait vécu aux États-Unis pendant 50 ans sans que notre famille ne sache grand-chose d'elle. Tante Marguerite avait été le mouton noir de la famille, celle qui était partie jeune à la recherche du rêve américain et qui n'était jamais revenue. Pendant des décennies, nous ne recevions que des cartes de vœux occasionnelles pour Noël, mais nous n'avions jamais vraiment su comment elle s'en sortait dans la vie. Il s'avérait qu'elle s'en était extraordinairement bien sortie. L'héritage comprenait une propriété à Beverly Hills, vendue pour 2,5 millions d'euros, des comptes bancaires avec 800 000 euros supplémentaires, et plusieurs investissements totalisant encore 3 millions d'euros. Du jour au lendemain, j'étais passée de compter les centimes pour acheter des ingrédients à posséder plus d'argent que je n'avais jamais rêvé posséder. Mais le plus important dans cet héritage n'était pas l'argent, c'était la lettre que tante Marguerite avait laissée spécifiquement pour moi. Dans cette lettre, elle me racontait comment elle avait suivi ma vie à travers les réseaux sociaux, comment elle avait vu ma solitude, l'abandon de ma famille, ma lutte quotidienne pour survivre. Elle expliquait qu'elle avait décidé de me laisser tout parce qu'elle reconnaissait en moi la même femme forte qu'elle avait été, quelqu'un qui avait été sous-estimé et abandonné par sa famille, mais qui n'avait jamais abandonné. Geneviève, disait la lettre dans l'écriture tremblante d'une femme de 92 ans. J'ai vu comment ta fille t'a traité. J'ai vu ta dignité dans la solitude. Cet argent est pour que tu vives tes dernières années comme la reine que tu as toujours été, non comme la mendiante qu'il voulait que tu sois. Avec cet héritage, j'avais acheté cette villa sur la côte d'Azur, un endroit où je pouvais me réveiller chaque matin en écoutant les vagues et en respirant l'air frais, libéré des souvenirs douloureux et des personnes toxiques. Pour la première fois en 12 ans, je dormais en paix complète. Maman, Céline tenta de s'approcher de moi, mais je levai la main pour l'arrêter. Je sais que nous avons fait des erreurs terribles. Je sais que nous t'avons blessé de manières impardonnables, mais nous sommes une famille. Le sang, l'interrompis-je avec un rire amer. Céline, le sang ne signifie rien sans respect, sans amour, sans considération. Tu as transformé notre lien familial en un morceau de papier mouillé que tu as jeté à la poubelle quand il ne te convenait plus. Marc se pencha en avant, adoptant une posture de vulnérabilité calculée qu'il avait probablement pratiquée devant le miroir. Geneviève, nous comprenons ta douleur, nous comprenons ta colère, mais les enfants sont innocents dans tout ça. Ils ne méritent pas de souffrir pour nos erreurs. Voilà la carte qu'il avait gardée pour la fin. Les enfants, mes petits-enfants inconnus, la manipulation émotionnelle la plus puissante qu'ils avaient dans leur arsenal. Il s'avère que mentionner les petits pouvait attendrir mon cœur, durci par des années de négligence. Les enfants demandai-je, sentant un mélange de douleur et de rage remuer dans ma poitrine. Les mêmes enfants qui ont grandi sans savoir qu'ils avaient une grand-mère qui les aurait aimés inconditionnellement, les mêmes enfants à qui on a refusé l'amour, la sagesse et les soins de leur grand-mère pendant toutes ces années. Céline commença à sangloter de nouveau, mais cette fois ses larmes semblaient authentiques, lourdes du poids d'une culpabilité réelle. Maman, nous, je n'ai pas pensé aux conséquences long terme. Marc disait que c'était mieux pour le mariage, que les belles-mères causaient toujours des problèmes. Marc disait, répétai-je en regardant directement l'homme qui avait orchestré la destruction de ma relation avec ma fille. Marc pensait, Marc décidait. Et où était ta propre voix, Céline? Où était ton propre cœur? Ma voix s'est perdue quelque part entre les promesses d'un mariage parfait et la peur de contredire mon mari, admit Céline avec une honnêteté qui me désarma momentanément. Mais maman, maintenant je réalise tout ce que nous avons perdu. Les enfants demandent pourquoi ils n'ont pas de grand-mère parce que leurs amis parlent de leur grand-mère et ils n'en connaissent aucune. Ces mots étaient des poignards directement dans le cœur, mais j'avais appris à ne pas laisser la douleur obscurcir mon jugement. Pendant 12 ans, j'avais fantasmé sur ce moment, le retour de Céline, la reconnaissance de son erreur, la chance de rencontrer mes petits-enfants. Mais maintenant que cela se produisait, je réalisais que c'était arrivé trop tard et pour les mauvaises raisons. Sais-tu combien d'anniversaires de mes petits-enfants j'ai manqué pendant que vous construisiez votre famille parfaite sans interférence externe demandai-je, ma voix se durcissant à chaque mot. Sais-tu combien de nuits je suis restée éveillée en imaginant à quoi ressemblerait à leur voix, leur rire, leur personnalité? Sais-tu combien de jouets j'ai achetés et stockés dans une boîte, attendant un jour qui n'est jamais venu? Marc bougea nerveusement, clairement mal à l'aise avec la direction que prenait la conversation. Son plan d'attendrissement émotionnel ne fonctionnait pas comme il l'avait espéré, et je pouvais le voir calculer mentalement son prochain mouvement manipulateur. Geneviève, nous comprenons que tu es blessée, intervint-il avec cette voix condescendante qu'il avait perfectionnée au fil des années. Mais maintenant, nous pouvons changer tout ça.
Les enfants peuvent te connaître. Ils peuvent passer du temps avec toi. Nous pouvons être une famille à nouveau. Une famille, répétai-je, savourant l'ironie de ces mots. Tu veux dire le genre de famille où la grand-mère n'est bienvenue que quand elle a de l'argent pour résoudre les problèmes des adultes irresponsables? La maison se remplit d'un silence tendu. À travers les grandes baies vitrées, je pouvais voir les vagues de la Méditerranée se briser contre les rochers, un rappel constant de ma nouvelle liberté et de mon indépendance durement gagnée. Cet endroit représentait tout ce que j'avais accompli sans eux, tout ce que j'avais construit à partir des cendres de mon abandon. Durant ces 3 mois à vivre au bord de la mer, j'avais développé une routine complètement nouvelle. Je me réveillais chaque matin au son des mouettes, non aux cris silencieux de la solitude. Je préparais mon café dans une cuisine équipée des meilleurs appareils, non dans le petit espace où je comptais autrefois chaque centime pour les ingrédients de base. Je marchais le long de la plage au coucher du soleil, sentant le sable entre mes orteils et le vent salé dans mes cheveux, libéré de la lourdeur émotionnelle que j'avais portée pendant des années. J'avais aussi commencé à aider d'autres femmes, plus âgées, qui, comme moi, avaient été abandonnées par leur famille. Françoise avait emménagé dans un appartement près de ma villa, et ensemble nous avions créé un petit groupe de soutien pour dames dans des situations similaires. Les mercredis après-midi, nous nous réunissions dans mon salon pour partager des histoires, des stratégies de survie émotionnelle et bien sûr mes pâtisseries maison. La liberté, m'avait dit Françoise lors d'une de ces réunions, c'est réaliser que tu n'as pas besoin de l'approbation de ceux qui t'ont blessée pour être heureuse. Ces mots avaient résonné dans mon cœur comme une cloche de vérité. Pour la première fois en décennies, je vivais pour moi-même, sans attendre des appels qui ne venaient jamais, sans cuisiner pour des enfants qui ne rendèrent pas visite, sans rêver de réunions familiales qui n'existaient que dans mon imagination. Maman, Céline s'approcha du bord de mon fauteuil, ses yeux rouges de larmes. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, je sais que je ne mérite pas une seconde chance, mais je jure sur mes enfants que si tu nous aides maintenant, les choses seront différentes. Je serai différente. Différente comment demandai-je, gardant ma voix froide et contrôlée. Différente jusqu'à ce que vous résolviez vos problèmes financiers et que vous n'ayez plus besoin de moi. Différente jusqu'à ce que Marc décide à nouveau que je suis une interférence dans son mariage parfait. Marc se leva brusquement, montrant finalement sa vraie nature quand il réalisa que sa stratégie de manipulation ne fonctionnait pas. Écoute, Geneviève, je comprends que tu aies des ressentiments, mais la réalité, c'est qu'on fait tous des erreurs dans les familles. L'important, c'est d'avancer, pas de rester coincé dans le passé. Son commentaire fut comme une gifle. Après 12 ans d'abandon délibéré, il avait l'audace de minimiser ma douleur comme étant coincée dans le passé, comme si ma souffrance était un choix capricieux plutôt qu'une conséquence directe de leur action cruelle. Avancé, je me levai de mon fauteuil, sentant toute ma dignité se dresser comme une tour d'acier. Marc, j'ai déjà avancé, j'ai construit une nouvelle vie sans vous, j'ai trouvé la paix sans votre présence, j'ai découvert ma valeur sans votre validation. Céline couvrit son visage avec ses mains, sanglotant avec un désespoir qui aurait brisé mon cœur il y a des années. Mais le cœur qu'ils avaient connu était mort lentement au cours de 12 années d'indifférence et était rené comme quelque chose de plus fort, de plus sage, de plus sélectif avec son amour. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas continuai-je en marchant vers la fenêtre donnant sur l'océan. Vous êtes venu ici en vous attendant à trouver la même femme brisée que vous aviez abandonnée il y a 12 ans. Vous vous attendiez à trouver quelqu'un de si désespéré pour l'amour familial qu'elle serait prête à payer n'importe quel prix pour quelques miettes d'affection. La vérité était que durant les premières années après leur abandon, j'aurais effectivement été prête à payer n'importe quel prix. J'aurais hypothéqué mon âme pour un coup de téléphone de Céline. J'aurais vendu tout ce que je possédais pour un après-midi avec mes petits-enfants. J'aurais supplié le pardon pour des offenses que je n'avais jamais commises, juste pour faire partie de leur vie à nouveau. Mais le temps et la douleur m'avaient enseigné de précieuses leçons sur l'amour de soi et la dignité personnelle. Les après-midi avec Françoise et les autres dames m'avaient montré que l'abandon familial était plus commun que je ne le pensais, et que survivre à cela n'était pas seulement possible, mais pouvait être le début d'une vie plus authentique et satisfaisante. Pendant des années, je me suis culpabilisée, confessai-je, regardant toujours l'océan. Je pensais avoir échoué en tant que mère, que j'avais été trop intrusive, trop présente, trop aimante. Je me torturais en cherchant le moment exact où j'avais perdu ma fille. Je me tournais pour leur faire face directement et je pus voir comment mes mots les affectaient de différentes manières. Céline semblait véritablement dévastée, comme si elle comprenait finalement l'ampleur des dommages qu'ils avaient causés. Marc, en revanche, montrait des signes d'impatience et de frustration, calculant clairement s'il valait la peine de continuer avec cette stratégie ou s'il devait essayer une approche différente. Mais finalement, j'ai compris la vérité, continuai-je. Je n'ai pas perdu ma fille à cause de quelque chose que j'avais fait de mal. Je l'ai perdue parce qu'elle a choisi un homme qui considérait avoir une belle-mère présente comme une menace à sa masculinité fragile. Je l'ai perdue parce qu'elle valorisait l'approbation de son mari plus que l'amour de sa mère. Céline se leva, vacillant comme si mes mots étaient des coups physiques.
Maman, ce n'est pas comme ça. Je ne t'ai jamais cessé de t'aimer. Je me suis juste laissé confondre. Marc m'a fait croire que c'était pour le mieux pour tout le monde. Marc t'a manipulé, la corrigeai-je. Mais tu l'as permis. Tu as choisi de croire ces mensonges parce qu'ils étaient plus confortables que de défendre ta mère. Tu as préféré la paix artificielle d'un mariage contrôlant à l'inconfort d'établir des limites saines avec ton mari. Le silence qui suivit mes mots était assourdissant. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale, le son lointain des vagues, la respiration agitée de Céline. Marc avait adopté cette posture rigide qu'il utilisait quand il se sentait acculé, se préparant à contre-attaquer ou à battre en retraite stratégiquement. Alors, qu'est-ce que tu veux de nous demanda finalement Marc, abandonnant toute prétention de remords ou de vulnérabilité. Tu veux qu'on rampe? Tu veux nous humilier comme vengeance pour le passé? Sa question révélait exactement ce que j'avais attendu de lui. Il ne s'agissait pas de réparer les dommages émotionnels ou de reconstruire les relations familiales. C'était une transaction, une négociation où il s'attendait à payer le prix minimum nécessaire pour obtenir le bénéfice financier maximum. Je ne veux pas votre humiliation, Marc, répondis-je avec une sérénité qui me surprit. Ce que je veux est quelque chose que vous ne pouvez probablement pas donner. Un respect authentique, un amour inconditionnel et la reconnaissance que vous avez passé 12 ans à me traiter comme si j'étais des ordures. Céline se leva du canapé avec des mouvements tremblants, s'approchant de moi avec ses mains tendues, comme si elle voulait me toucher, mais n'osait pas. Maman, je peux te donner ça. Je reconnais tout le mal que nous t'avons fait. J'ai passé ces derniers mois éveillé la nuit, me souvenant de chaque moment cruel, de chaque appel auquel je n'ai pas répondu, de chaque invitation que je n'ai jamais envoyée. Ces derniers mois, l'interrompis-je, notant la spécificité de sa confession. Qu'est-ce qui s'est passé exactement il y a 3 mois qui t'a fait te souvenir que tu avais une mère abandonnée? La couleur se retira de son visage comme si elle avait été prise en flagrant délit de mensonge. Marc lui lança un regard d'avertissement, mais c'était trop tard. J'avais détecté l'incohérence dans son histoire de repentir spontané. Je... Nous? Céline bégaya, cherchant désespérément les bons mots. Vous avez découvert mon héritage, complétai-je la phrase pour elle, sentant toutes les pièces du puzzle tomber parfaitement en place. Quelqu'un vous a parlé de ma nouvelle villa, de ma nouvelle situation financière. C'est pour ça que vous êtes ici. Pas par amour, pas par remords authentiques, mais parce que vous avez découvert que la mère que vous aviez abandonnée a maintenant de l'argent. Marc tenta de reprendre le contrôle de la situation, mais son masque de vulnérabilité s'était complètement fissuré. Geneviève, ce n'est pas vrai. Bien sûr, nous avons entendu parler de ta bonne fortune, et nous sommes contents de savoir que tu vas bien, mais nous sommes venus... Pourquoi êtes-vous venu? L'interrompis-je avec une froideur qui coupait comme une lame. Parce que vous êtes fauché. Vous êtes venu parce que vous avez désespérément besoin d'argent, et je suis votre dernier recours. Vous êtes venu parce que vous avez calculé que 12 ans d'abandon pourraient être pardonnés avec quelques larmes bien jouées et des promesses vides de réconciliation. La vérité sur comment ils avaient redécouvert ma nouvelle situation m'était parvenue la semaine précédente par Françoise. Sa nièce travaillait à la banque où le transfert de mon héritage avait été traité et avait entendu des conversations sur la dame qui vendait des tartes et qui avait maintenant des millions d'euros. Les ragots voyagent vite dans les petites villes, surtout quand ils impliquent des transformations économiques aussi dramatiques. C'était Monsieur Beaumont de la pâtisserie qui l'a raconté à la moitié de la ville, m'avait expliqué Françoise lors d'un de nos après-midi café. Il dit que Céline et Marc ont posé des questions sur toi partout, voulant savoir si c'était vrai que tu étais devenu riche du jour au lendemain. Cette information avait été comme un vaccin contre tout espoir romantique que j'aurais pu entretenir pour une réunion authentique. Quand je les avais vus apparaître à ma porte, je savais déjà exactement pourquoi ils étaient là et ce qu'ils voulaient de moi. Maman, oui, nous avons découvert ton héritage, admit finalement Céline, les larmes coulant sur ses joues. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes ici juste pour l'argent. Nous sommes ici parce que nous avons réalisé que nous avions fait la plus grande erreur de nos vies. Vous réalisez maintenant? Demandai-je en marchant vers la cuisine et en me versant un verre d'eau fraîche. Vous n'avez pas réalisé pendant les 12 années que j'ai passé à pleurer votre absence. Vous n'avez pas réalisé quand j'ai passé 3 Noëls consécutifs à l'hôpital avec une pneumonie parce que la solitude avait affaibli mon système immunitaire. Vous n'avez pas réalisé quand j'ai dû vendre mes bijoux de mariage pour payer les médicaments. Chaque révélation était une bombe qui explosait dans le silence tendu de mon salon. Céline ne savait rien de mes maladies, de mes crises financières, des nuits où j'avais considéré qu'il serait plus facile de simplement ne pas me réveiller le lendemain. Pour elle, j'avais existé dans une bulle temporelle, gelée au moment de son départ, attendant patiemment son éventuel retour. Nous ne savions pas, murmura Céline, mais son excuse sonnait creuse même à ses propres oreilles. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé, la corrigeai-je. Pendant 12 ans, vous auriez pu décrocher le téléphone juste une fois pour savoir comment allait votre mère. Vous auriez pu envoyer un message texte demandant si j'avais besoin de quelque chose. Vous auriez pu passer à mon appartement pour vérifier si j'étais encore en vie.
Marc se leva brusquement, clairement frustré que son plan de manipulation émotionnelle ne produise pas les résultats escomptés. D'accord, Geneviève, nous comprenons. Tu es en colère. Mais nous sommes ici maintenant. Nous sommes ici en demandant pardon, voulant arranger les choses. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose? Sa question révélait la profondeur de son incompréhension. Des dommages qu'ils avaient recausés. Pour lui, le pardon était quelque chose qui pouvait être obtenu simplement en se présentant et en s'excusant. Comme si 12 ans d'abandon émotionnel pouvaient être effacés avec une conversation inconfortable. Ce qui compte, Marc, dis-je en marchant vers la fenêtre donnant sur le jardin arrière, où j'avais planté des roses rouges qui fleurissaient magnifiquement sous le soleil côtier. C'est le moment où vous avez décidé de venir. Vous n'êtes pas venu quand j'avais besoin de vous. Vous êtes venu quand vous avez besoin de moi. Maman. Céline s'approcha derrière moi et je pouvais sentir sa présence tremblante près de mon épaule. Nous étions jeunes, stupides, influencés par de mauvaises idées sur le mariage et la famille. Mais nous avons grandi, nous avons mûri. Vous êtes devenu fauché, la corrigeai-je sans me retourner. Vous n'avez pas mûri, vous êtes devenu fauché, et maintenant que vous avez besoin d'aide financière, vous vous souvenez soudainement que vous avez une mère. Le silence qui suivit fut rompu par le son de mon téléphone. C'était Françoise, probablement pour notre session hebdomadaire de jardinage. Je laissai sonner, mais son appel me rappela quelque chose d'important. J'avais une vie pleine et satisfaisante sans eux. J'avais des amitiés authentiques, un but, la tranquillité d'esprit. Je n'avais pas besoin de la validation de personnes qui m'avaient traité comme un objet jetable. Sais-tu quel a été le moment le plus douloureux de toutes ces années? Demandai-je en me retournant finalement pour leur faire face. Ce n'était pas quand vous avez cessé de m'inviter aux célébrations. Ce n'était pas quand vous avez cessé d'appeler. C'était quand j'ai réalisé que je vous aimais inconditionnellement, mais que votre amour pour moi avait des conditions que vous n'aviez jamais clairement expliquées. Céline commença à sangloter à nouveau, mais cette fois ses larmes semblaient lui venir d'un endroit plus profond, plus authentique. Maman, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. C'est juste que j'ai laissé les autres me convaincre que cet amour était problématique pour mon mariage. Et maintenant que ton mariage est en crise financière, observai-je, soudainement cet amour n'est plus problématique. Comme c'est pratique. Marc était resté silencieux pendant les dernières minutes, mais je pouvais voir son esprit travailler, calculer, évaluer, cherchant un nouvel angle d'attaque. Il parla finalement, adoptant un ton différent, plus direct et moins manipulateur. Écoute, Geneviève, soyons honnêtes ici. Nous avons besoin d'aide financière. Tu as de l'argent. Nous sommes de la famille, même si nous avons eu des problèmes dans le passé. N'est-il pas naturel que la famille s'entraide dans les moments difficiles? Son honnêteté brutale était presque rafraîchissante après tant de manipulations émotionnelles mal jouées. Au moins maintenant, nous parlions clairement de ce qu'il voulait vraiment de moi. C'est intéressant que tu mentionnes le concept de famille peau qui s'entraide, répondis-je avec un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Où était cette philosophie familiale quand je travaillais 14 heures par jour en vendant des pâtisseries pour survivre? Où était cette solidarité familiale quand je devais choisir entre acheter des médicaments ou de la nourriture? Sais-tu ce qui est le plus pathétique dans tout ça? Continuai-je, sentant des années de douleur contenues se transformer en une clarté cristalline qui coupait comme un scalpel. Si vous étiez venu il y a un an, quand je vivais encore dans ce minuscule appartement, quand je comptais encore les centimes pour acheter des ingrédients, je vous aurais probablement accueilli à bras ouverts. J'aurais pleuré de joie, j'aurais tout pardonné sans condition, j'aurais cuisiné pour vous jusqu'à tomber d'épuisement. Céline couvrit son visage avec ses mains, ses sanglots maintenant accompagnés d'un tremblement corporel qui montrait l'ampleur de son désespoir. Marc, en revanche, avait adopté une posture plus tendue, comme un animal acculé évaluant ses options de fuite. Mais l'argent m'a donné quelque chose que je n'avais jamais eu pendant ces 12 années d'abandon, continuai-je en marchant lentement dans mon salon, comme un juge prononçant une sentence. Il m'a donné de la perspective, il m'a donné la liberté de choisir qui mérite d'être dans ma vie et qui ne le mérite pas. Il m'a donné le pouvoir de dire non sans craindre les conséquences. Durant mes premières semaines à vivre dans cette ville-là, j'avais passé de nombreuses heures à réfléchir à cette possibilité exacte. Que ferais-je si Céline et Marc apparaissaient à ma porte? Comment réagirais-je? Serais-je capable de maintenir ma dignité? Ou m'effondrerais-je à la première opportunité de récupérer ma fille? Françoise avait été ma conseillère durant ces réflexions profondes. L'argent ne change pas qui tu es à l'intérieur, m'avait-elle dit en buvant du thé sur ma nouvelle terrasse. Mais il change comment les autres te voient et comment tu te vois toi-même. La question est, vas-tu utiliser cette nouvelle perspective pour être plus sage ou pour refaire les mêmes erreurs émotionnelles du passé? Ces mots avaient été prophétiques. Maintenant, face au scénario exact dont nous avions discuté, je réalisais que l'argent m'avait effectivement changé, mais pas de la façon dont Céline et Marc s'y attendaient. Il ne m'avait pas rendue plus généreuse envers ceux qui m'avaient blessée. Il m'avait rendue plus sélective quant à qui méritait mon temps et mon énergie émotionnelle. Maman, Céline essaya de s'approcher de moi encore une fois. Je comprends ta colère. Je comprends ta... Café?
demanda Marc, clairement irrité par mon manque d'hospitalité traditionnelle. Non, répondis-je simplement. Ceci n'est pas une visite sociale, c'est une négociation, et dans les négociations, l'hospitalité implique des positions égales. Nous ne sommes pas en position d'égalité. Céline semblait véritablement blessée par ma froideur, mais Marc montrait une expression de respect réticent, comme s'il comprenait finalement que la femme face à lui n'était pas la même qu'ils avaient abandonnée il y a 12 ans. D'accord, dit Marc en adoptant un ton plus direct. Parlons clairement. Nous avons besoin de 150 000 euros pour sauver la maison et recommencer. Nous savons que tu as de l'argent. Nous savons que nous sommes de la famille. Qu'as-tu besoin d'entendre pour nous aider? Sa question était si transactionnelle, si dépourvue d'émotions authentiques, que cela faillit me faire rire. Il avait réduit 12 ans d'abandon familial à une simple négociation commerciale. Quel mot magique devait-il prononcer pour accéder à mon argent? Ce que j'ai besoin d'entendre, répondis-je après une longue gorgée de café, c'est la vérité sur pourquoi vous m'avez vraiment exclu de vos vies, pas des versions édulcorées sur des erreurs de jeunesse ou des influences externes, la vraie vérité. Céline et Marc échangèrent des regards significatifs. Il était clair qu'ils avaient bon préparé plusieurs versions de leur histoire, mais aucune n'incluait l'honnêteté brutale que je demandais. La vérité, murmura Céline, c'est que Marc m'a convaincu que tu étais problématique pour notre mariage. Problématique comment? Insistai-je, ne lui permettant pas de se cacher derrière des euphémismes. Marc prit la parole, réalisant probablement que la stratégie de victime de Céline ne fonctionnait pas. Je pensais que tu étais trop présente, trop pleine d'opinions. Je pensais que tu interférais dans nos décisions en tant que couple. Interférer comment? Continuait à insister, déterminé à extraire toute la vérité. Tu avais toujours des suggestions sur comment élever les enfants, sur comment gérer l'argent, sur où vivre, admit Marc, avec une honnêteté qui lui coûtait probablement physiquement. Et Céline t'écoutait toujours. Elle considérait toujours ton opinion avant la mienne. Voilà la vérité nue. Marc avait vu mon influence maternelle comme une menace à son contrôle total sur Céline. Il ne pouvait pas tolérer l'idée que sa femme est une source de sagesse et de soutien indépendante de lui. Donc, vous m'avez éliminé parce que je représentais une voie alternative dans la vie de Céline? Résumai-je. Vous m'avez éliminé parce que mon amour inconditionnel pour ma fille menaçait votre besoin d'être sa seule source de validation et de direction. Le silence confirma mon analyse. Céline leva finalement la tête, ses yeux, rouges mais avec une expression de compréhension tardive. Maman, maintenant je comprends que Marc avait à tort. Je comprends que j'ai besoin de ta voix dans ma vie. Je comprends que j'ai fait la plus grande erreur de mon existence en choisissant de lui plaire plutôt que d'honorer notre relation. Ces mots sonnaient authentiques, mais ils venaient 12 ans trop tard et dans le mauvais contexte. Il était facile de reconnaître des erreurs quand les conséquences de ces erreurs vous détruisaient financièrement. Tu comprends maintenant que tu as besoin de ma voix dans ta vie, répétai-je lentement ces mots. Mais tu as spécifiquement besoin que ma voix dise oui à un prêt de 150 000 euros. Céline tressaillit à la précision chirurgicale de mon observation. Marc, au contraire, semblait irrité par mon refus d'accepter le récit de repentance qu'ils avaient si soigneusement construit. Geneviève, assez avec les jeux psychologiques, explosa-t-il finalement, montrant sa vraie personnalité pour la première fois cet après-midi. Nous comprenons, tu es en colère. Nous comprenons, nous avons fait des erreurs. Mais nous sommes ici maintenant, demandant de l'aide, prêts à faire amende honorable. Qu'est-ce que tu veux de plus? Son explosion était exactement ce que j'avais attendu. Le moment où le masque de vulnérabilité tomberait complètement et révélerait l'homme contrôlant et manipulateur qu'il avait toujours été. Le même homme qui avait convaincu Céline que l'amour d'une mère était une menace pour son mariage. Ce que je veux, Marc, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais me donner, répondis-je avec un calme qui contrastait dramatiquement avec son agitation. Je veux 12 ans de ma vie en retour. Je veux avoir connu mes petits-enfants depuis qu'ils étaient bébés. Je veux avoir été présente pour leurs premiers pas, leurs premiers mots, leurs premiers jours d'école. Je me levai de mon fauteuil et marchai vers une bibliothèque où je conservais les quelques photographies de famille que j'avais sauvées de ma vie précédente. J'en pris une en particulier. Céline à 5 ans, souriant sans ses dents de devant, serrant ma jambe avec une adoration pure dans ses yeux. Cette petite fille m'aimait inconditionnellement, dis-je en leur montrant la photographie. Cette petite fille m'appelait sa meilleure amie, son héroïne, sa personne préférée dans le monde entier. Qu'est-il arrivé à cette petite fille, Céline? Céline regarda la photographie avec une expression d'une douleur si intense que pendant un moment je pensais qu'elle allait s'évanouir. Cette petite fille a grandi et est devenue une femme faible qui a permis à un homme peu sûr de lui de détruire la chose la plus précieuse qu'elle avait dans sa vie. Sa réponse me surprit par sa brutalité honnête. C'était la première fois de tout l'après-midi qu'elle montrait une vraie compréhension de l'ampleur de ce qu'elle avait perdu, pas seulement de ce qu'elle avait besoin de récupérer pour résoudre ses problèmes actuels. Exactement, confirmai-je en remettant la photographie à sa place. Et maintenant, cette femme faible vient chercher la mère qu'elle a abandonnée, non pas parce qu'elle a trouvé sa force et sa voix indépendante, mais parce qu'elle a besoin d'argent.
Marc se leva brusquement, clairement frustré par la direction de la conversation. Tu sais quoi, Geneviève? Peut-être que tu avais raison depuis le début. Peut-être que tu es trop dramatique, trop compliqué. Peut-être que c'était pour le mieux que nous nous soyons éloignés de tout ce drame émotionnel. Ces mots furent comme un cadeau inattendu. Après des heures de manipulation soigneuse, il avait finalement montré sa vraie nature, confirmant tout ce que j'avais suspecté à son sujet pendant des années. Le voilà, dis-je, en souriant authentiquement pour la première fois de tout l'après-midi. Voilà le vrai homme. L'homme qui a convaincu Céline que l'amour maternel était du drame émotionnel, l'homme qui ne pouvait pas tolérer que sa femme ait une source de soutien indépendante. Céline regarda Marc avec une expression d'horreur croissante, comme si elle voyait finalement quelque chose qui avait été devant elle pendant des années, mais qu'elle avait refusé de reconnaître. Marc, murmura-t-elle d'une voix tremblante, penses-tu vraiment que maman est dramatique d'être blessée après que nous l'ayons abandonnée pendant 12 ans? Céline, ne la laisse pas te manipuler à nouveau, répondit Marc en adoptant ce ton paternaliste qu'il avait probablement utilisé pour la contrôler tout au long de leur relation. Elle joue avec tes émotions pour te faire sentir coupable. Non, dit Céline avec une fermeté qu'elle n'avait pas montrée de tout l'après-midi. Elle ne joue pas avec mes émotions. Elle exprime la douleur légitime que nous lui avons causée. Elle est honnête sur les conséquences de nos actions terribles. Je regardais cet échange avec l'intérêt d'un spectateur, observant une pièce de théâtre que je connaissais par cœur. C'était fascinant de voir comment le désespoir financier avait commencé à fissurer la dynamique de pouvoir que Marc avait si soigneusement construite au fil des années. Céline, dis-je doucement, te rends-tu compte que même maintenant, en ce moment de crise, ton mari est plus préoccupé par le contrôle de ta réaction que par la réparation des dommages qu'ils m'ont faits? Céline se tourna pour regarder Marc avec de nouveaux yeux, comme si elle voyait un étranger. Tu as raison, murmura-t-elle. Même maintenant, il est plus concerné par avoir raison que par faire ce qui est juste. Céline, ne te laisse pas confondre, insista Marc, mais sa voix avait perdu l'autorité confiante qu'elle maintenait depuis des années. Nous devons nous concentrer sur la résolution de nos problèmes, pas sur la relitigation du passé. Nos problèmes, répétai-je en notant le choix spécifique des mots. Marc, vos problèmes financiers ne sont pas mes problèmes. Votre faillite n'est pas ma responsabilité. Votre incapacité à maintenir une entreprise prospère n'est pas quelque chose que je doive résoudre. La pièce se remplit d'un silence tendu alors que mes mots s'installaient dans la réalité de la situation. Céline semblait vivre une sorte d'éveil tardif, tandis que Marc luttait clairement entre différentes stratégies de manipulation. De plus, continuai-je, même si je décidais de vous aider financièrement, quelle garantie aurais-je que vous ne disparaîtriez pas de ma vie à nouveau une fois vos problèmes résolus? Céline ouvrit la bouche pour protester, mais la referma quand elle réalisa qu'elle n'avait pas de réponse convaincante. La vérité était qu'il n'y avait aucune garantie, et tout le monde dans cette pièce le savait. Durant ces 3 mois à vivre ici, continuai-je, j'ai développé une routine belle et paisible. Je me réveille quand je veux. Je mange ce qui me plaît. Je regarde les couchers de soleil depuis ma terrasse. Je lis les livres que j'ai toujours voulu lire. J'aide d'autres femmes qui ont traversé des expériences similaires aux miennes. Je m'approchai à nouveau de la fenêtre, observant les vagues qui se brisaient rythmiquement contre les rochers. J'ai découvert que la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. J'ai appris que la solitude choisie est infiniment supérieure à la compagnie toxique. Maman, Céline s'approcha par derrière, sa voix à peine un murmure. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner ton pardon? Qu'est-ce que je dois faire pour regagner ton amour? Je me tournai pour lui faire face, voyant dans ses yeux un désespoir qui allait au-delà de la crise financière. Pour la première fois, elle semblait comprendre qu'elle avait perdu quelque chose de beaucoup plus précieux que l'argent ou la propriété. Céline, dis-je avec une tristesse profonde que je n'avais pas prévu de ressentir, mon pardon n'est pas à vendre et mon amour n'a jamais été perdu. Le problème, c'est que tu as transformé notre relation en transaction commerciale le jour où tu as décidé que je n'étais précieuse que quand j'étais utile pour toi. Marc, voyant qu'il perdait le contrôle de la situation, tenta une dernière approche désespérée. Geneviève, si tu ne nous aides pas, les enfants vont souffrir. Ils vont perdre leur maison, ils vont devoir changer d'école, ils vont vivre dans la pauvreté. Peux-tu vraiment dormir paisiblement en sachant que tes propres petits-enfants souffrent? Son appel final était la carte qu'il avait gardée pour le dernier moment, la culpabilité liée au bien-être des enfants. C'était une stratégie calculée pour toucher le nerf le plus sensible de n'importe quelle grand-mère. Marc, répondis-je avec une sérénité qui me surprit. Les enfants vont souffrir à cause des décisions irresponsables de leurs parents, pas à cause de mon refus de vous sauver des conséquences de ces décisions. Vous avez créé cette crise, pas moi. Céline commença à pleurer à nouveau, mais cette fois ses larmes semblaient venir d'une compréhension plus profonde de ce qu'elle avait vraiment perdu au cours de toutes ces années. Les enfants vont souffrir, continuai-je, sentant chaque mot planer dans l'air comme une sentence finale. Mais ils vont souffrir les conséquences d'avoir des parents qui ont priorisé l'orgueil sur l'amour familial, qui ont choisi le contrôle sur la connexion, qui ont considéré l'argent plus important que les relations.
Céline s'effondra complètement sur le canapé, sanglotant avec une intensité qui aurait brisé mon cœur il y a des années. Mais le cœur qui battait dans ma poitrine maintenant avait été forgé dans le feu de 12 ans d'abandon et avait émergé plus fort, plus sage, plus sélectif. Maman, chuchota-t-elle à travers ses larmes. Que puis-je faire? Dis-moi, que puis-je faire pour arranger ça? Céline, répondis-je avec une tristesse profonde mais sereine. Certaines choses dans la vie ne peuvent pas être arrangées. Certaines décisions ont des conséquences permanentes. Tu as décidé que je n'étais pas assez précieuse pour être gardée dans vos vies quand tout allait bien. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je te considère maintenant assez précieuse pour te sauver quand tout va mal. Marc se leva avec des mouvements brusques, sa frustration débordant finalement en pure colère. Tu sais quoi, Geneviève? Tu as raison. Tu étais une erreur depuis le début. Tu étais une interférence constante dans notre mariage. Céline s'en sort mieux sans ton drame, sans ton besoin constant d'attention, sans ta manipulation émotionnelle. Ces mots étaient comme un dernier cadeau de clarté. Après des heures de masque et de manipulation, il avait finalement montré son essence véritable. Un homme si peu sûr de lui qu'il avait besoin d'isoler sa femme de toutes les sources d'amour et de soutien pour se sentir puissant. Merci, Marc, dis-je, avec un sourire authentique. Merci d'avoir confirmé exactement qui tu es et pourquoi j'ai pris la bonne décision en ne vous aidant pas. Céline regarda son mari avec une expression d'horreur et de compréhension tardive. Marc, viens-tu vraiment d'appeler la douleur légitime de ma mère du drame? Viens-tu vraiment de confirmer que tu m'as manipulée pour la repousser? Céline, ne la laisse pas te confondre avec ses jeux d'esprit, insista Marc, mais sa voix avait perdu toute autorité. Nous avons besoin de cet argent. Nous devons sauver notre famille. Notre famille, répétai-je en marchant vers. La porte d'entrée a été détruite il y a 12 ans quand tu as décidé qu'une belle-mère aimante était plus dangereuse que la faillite émotionnelle. Maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. Céline se leva, titubant, me suivant vers la porte avec des pas incertains. Maman, s'il te plaît, je jure que si tu nous aides maintenant, tout sera différent. Je serai différente. J'établirai des limites avec Marc. Je défendrai notre relation. Céline, dis-je, en plaçant ma main sur la poignée de la porte, tu promets d'être différente sous une pression financière extrême. Tu promets des changements que tu n'as pas réussi à faire en 12 ans de mariage. Pourquoi devrais-je croire que cette crise va magiquement te transformer en de meilleure personne? Marc s'approcha, adoptant une posture plus agressive. Geneviève, tu vas regretter cette décision. Nous allons dire à toute la ville comment tu as abandonné ta propre famille dans leurs moments de besoin. Nous allons nous assurer que tout le monde sache quel genre de mère tu es vraiment. Sa menace était si prévisible qu'elle faillit me faire rire. C'était la dernière carte désespérée d'un manipulateur qui avait perdu tout son pouvoir. La menace de détruire ma réputation sociale. Marc, répondis-je avec un calme qui le désarma visiblement. La ville sait déjà exactement quel genre de mère je suis. Ils savent que pendant 12 ans, j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement en vendant des pâtisseries pour survivre. Ils savent que je n'ai jamais parlé mal de vous malgré votre abandon. Ils savent que j'ai maintenu ma dignité même dans la pauvreté. J'ouvris la porte en grand, sentant la brise marine remplir ma maison d'air frais et purifiant. Ce qu'ils vont découvrir maintenant, c'est quel genre d'enfant et de gendre vous êtes. Ils vont découvrir comment vous avez traité une mère aimante pendant 12 ans et comment vous n'êtes apparu à sa porte que quand vous aviez besoin d'argent. Céline s'arrêta au seuil, se retournant pour me regarder une dernière fois. Dans ses yeux, je vis quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, du respect. Du respect mélangé à la douleur, au regret, à une compréhension tardive de ce qu'elle avait perdu. Maman, murmura-t-elle, j'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner, j'espère qu'un jour nous pourrons trouver un moyen de guérir tous ces dommages. Céline, répondis-je avec une tristesse qui s'étendait sur des décennies de douleur. Le pardon ne consiste pas à oublier le passé. Il s'agit de se libérer du poids du ressentiment. Je me suis déjà libérée. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas mon pardon. C'est d'apprendre à vivre avec les conséquences de tes décisions. Marc sortit le premier, clairement furieux et vaincu. Céline le suivit lentement, se retournant plusieurs fois, comme si elle voulait dire quelque chose de plus. Mais les mots ne vinrent jamais. Je les regardais marcher vers leur vieille voiture cabossée, leur silhouette petite et insignifiante contre le fond de la Méditerranée infinie. Après 12 ans, ils avaient finalement quitté ma vie de la même manière qu'ils y étaient entrés, en cherchant quelque chose pour eux-mêmes, sans offrir rien d'authentique en retour. Je fermai la porte doucement et retournai dans mon salon où le silence se sentait comme une bénédiction. Il n'y avait pas de cris, pas de manipulation, pas de drame émotionnel, juste la paix. Je me versai un verre de vin blanc que j'avais gardé pour une occasion spéciale et sortis sur ma terrasse. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel dans des teintes d'or et de rose qui se reflétèrent sur les vagues calmes. Mon téléphone sonna, c'était Françoise. Comment ça s'est passé avec les visiteurs inattendus demanda-t-elle, avec la sagesse de quelqu'un qui avait traversé des expériences similaires. Exactement comme nous l'avions prévu, répondis-je en prenant une gorgée de vin et sentant la paix s'installer dans mes os. Ils sont venus pour l'argent, pas pour l'amour. Ils ont confirmé tout ce que nous savions déjà sur eux. Et comment te sens-tu?
Je réfléchis à sa question en regardant une mouette planer gracieusement au-dessus des vagues. Je me sens libre, Françoise. Je me sens complètement, absolument libre. Cette nuit-là, après l'appel avec Françoise, je marchais le long de la plage sous les étoiles. Le sable frais entre mes orteils, le son rythmique des vagues, l'immensité de la mer s'étendant jusqu'à l'horizon. Tout me rappelait que j'avais choisi une vie de paix plutôt qu'une vie de complications familiales toxiques. Dans les jours suivants, la nouvelle de la visite de Céline et Marc se répandit dans la ville, comme je l'avais prédit, mais les réactions furent exactement l'opposé de ce que Marc avait espéré. Les dames du marché exprimèrent leur soutien, beaucoup partageant des histoires similaires d'enfants qui n'apparaissaient que quand ils avaient besoin d'argent. Tu as fait ce qui était juste, Geneviève, me dit monsieur Beaumont de la pâtisserie quand j'allais acheter du pain une semaine plus tard. Une mère qui se respecte apprend à ses enfants à la respecter aussi. 2 mois plus tard, je reçus un message texte de Céline. Il était simple, sans manipulation, sans demande. Maman, je suis en thérapie. J'apprends sur les relations toxiques et les limites saines. J'espère qu'un jour, quand je serai vraiment prête à être la fille que tu mérites, tu pourrais envisager de me connaître à nouveau. Je t'aime. Je ne répondis pas immédiatement. Au lieu de cela, je sauvegardai le message et continuai avec ma nouvelle vie. Mes matins de jardinage, mes après-midi à aider d'autres femmes plus âgées, mes soirées en solitude contemplative. Peut-être qu'un jour, Céline trouverait vraiment sa voie indépendante. Peut-être qu'un jour, elle apprendrait à établir des limites saines avec Marc. Peut-être qu'un jour, nous pourrions construire une relation basée sur le respect mutuel au lieu du besoin désespéré. Mais jusqu'à ce jour, s'il venait jamais, je continuerai à vivre ma vie pleine et digne. Entourée par la Méditerranée infinie qui me rappelait quotidiennement que certains courants sont trop forts pour être changés et que la sagesse réside dans l'apprentissage de naviguer dans des eaux plus calmes. L'argent m'avait donné beaucoup de choses, mais la plus précieuse n'était pas la villa ou les luxes. C'était la capacité de choisir qui méritait mon temps, mon énergie et mon amour. Et j'avais choisi sagement. Si vous avez aimé mon histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse écrire plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup à l'avance. Et vous? Que feriez-vous à la place de cette personne? J'adorerais vraiment entendre vos pensées. Alors, laissez-les dans les commentaires. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez. Oh, et faites-moi savoir où vous avez entendu cette histoire. Si vous voulez entendre plus d'histoires de vie comme celle-ci, aimez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Il y en a beaucoup d'autres qui vous attendent. Gros câlin et à bientôt.